Bonsoir à tous, bienvenue à cette Alliance Éco numéro 52. Ah, je vais couper la musique. À cette Alliance Éco numéro 52 du 7 janvier 2026, il est 20 heures très précises et je me réjouis de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Alors, tout d'abord, joyeuse année à tous. On est le 7 janvier 2026, donc eh bien, j'imagine que l'année 2026, en numérologie, 2026, ça refait à 1. 2 plus 2 plus 6 égale 10. 10 plus 1 plus 0, ça fait 1. Et 1, c'est l'année du renouveau, c'est l'année du relancement, c'est l'année des nouveaux projets. Donc, bien évidemment, je vous souhaite d'extraordinaires projets pour 2026, d'extraordinaires nouveautés pour 2026, tant au niveau de votre santé qu'au niveau de votre profession, qu'au niveau de votre famille, qu'au niveau de votre joie interne, et tout, et tout, et tout. Bref, tous mes voeux de bonheur et de succès pour l'année 2026. Voilà. Ceci étant dit, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Ben, je vais faire la prolongation du live numéro 51 du 29 janvier, oui, dernier. Alors, je vais passer de l'autre côté, voilà. Du 29 janvier, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Ah oui, évidemment, j'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours ça. Je vous avais dit que j'allais faire le suivi de l'or, du prix de l'or. Eh bien, il y a 2 semaines, 3705,11 euros l'once, très exactement le 18 ou 23, le 23, c'est ça, le 23 décembre, oui, c'est ça, le 23 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Il est à 3814, ça veut dire que l'or a encore pris 108,90 euros en hausse, soit 2,94%. Donc ça veut dire déjà 5% d'augmentation sur un mois, puisque c'était 2,90% de hausse il y a 15 jours. Donc ça va, tout va bien, les choses avancent tranquillement comme d'habitude, et l'or continue son petit bonhomme de chemin très tranquillement. Bien. Donc, je reviens au numéro 51 du 29 décembre. Je vous avais fait une présentation à propos de l'argent et plus particulièrement les 3 crimes que j'ai appelé ça les 3 crimes contre l'argent. Le crime de 1873 avec le Coinage Act qui démonétisait l'argent officiellement aux États-Unis, et c'était déjà le cas un an plus tôt en Allemagne et en France. En 1913, la création de la Fed, qui a complètement achevé de rendre l'argent même une monnaie. Et puis 1971, la levée de la convertibilité du dollar en or, ce qui a fait qu'on est depuis lors dans un système monétaire complètement découplé, mais complètement découplé des métaux. Voilà, et donc ça veut dire que depuis 1873, l'argent n'est plus une monnaie. L'argent, je veux dire le silver, hein, quand je dis l'argent, je parle bien du métal argent, n'est plus une monnaie, mais c'est devenu une matière première qui était utilisée, on va dire 50% dans l'industrie, 40% dans la bijouterie, et 10% de irréductibles qui ont continué à stocker de l'argent en prévision de quelque chose qui pourrait se passer. L'argent a passé une très très mauvaise période pendant pratiquement 20 ans, plus que ça, 30 ans, entre la Deuxième Guerre mondiale et fin des années 80, où l'argent a carrément chuté de façon catastrophique, en prix. Et maintenant, il est en train de se redresser. Non, il est plus qu'en train de se redresser, il est en train de flamber. Et on va voir un peu les raisons, mais aussi tout ce qui tourne autour. Alors, pour bien présenter la chose, je voulais d'abord dire, quelles sont les productions d'argent, où est-ce que dans le monde on trouve de l'argent? Eh bien, les mines les plus importantes, ce que vous voyez en gris,
ce sont sur les cartes du monde, c'est là où il y a des mines d'argent. Vous voyez qu'en Amérique du Sud, le Mexique et puis l'Amérique du Sud, surtout du côté Pacifique, les États-Unis et le Canada sont des producteurs d'argent, la Russie, la Chine, l'Australie, un petit peu quelques petits pays aussi en Asie. Mais pour donner des quantités, le plus gros pays, le plus gros producteur du monde, de loin, de très loin, c'est le Mexique, qui produit à peu près 6400 tonnes d'or chaque année. Attention, ici, les chiffres que vous voyez sont des chiffres de 2023, parce que bon, c'est toujours très difficile d'obtenir des chiffres très très récents. Mais donc 2023, 2024, c'était 6400 tonnes d'or. La Chine, deuxième producteur avec 3400 tonnes d'or, le Pérou avec 3100 tonnes d'or, le Chili avec 1400 tonnes d'or, la Pologne avec 1300 tonnes, l'Australie 5,89, c'est quoi ça? Ça doit être 589 tonnes, la Bolivie 1200 tonnes, la Russie 1200 tonnes, les États-Unis 1000 tonnes, et le Kazakhstan. Tu parles de l'or ou de l'argent? Je parle de l'argent. Ben, tu dis tout le temps or. Ah, j'ai dit l'or? Pardon. Tu dis tout le temps or. Je m'excuse. Donc, bien évidemment, je parle des mines d'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mines d'or. Peut-être parce que ça fait maintenant 3 ans que je ne parle que de l'or et que je dois me réhabituer à parler d'autre chose. Donc, veuillez accepter mes humbles excuses. Je parle bien de l'argent, du métal argent, du silver. Donc, voici les grands pays producteurs. Il faut savoir que l'argent n'est pas un métal que l'on trouve comme ça. Il n'y a pas de mine d'argent à proprement parler. L'argent est un sous-produit des mines de cuivre, essentiellement de zinc et de plomb. Voilà. Ça, ce sont les 3 grands métaux dans lesquels l'argent est. On peut retrouver l'argent dans ces minerais-là. La production mondiale d'argent en 2024 a été de 26 000 tonnes, à quelques kilos près, soit 863 millions d'onces d'argent. Une once d'argent, ça représente 1035, donc 1035 grammes d'or. 31,10 grammes pour être précis. On va laisser tomber les 3e et 4e chiffres derrière la virgule. Donc 1031,10 grammes d'or. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 30 onces dans un kilo. Voilà. Donc ça pour situer un petit peu. Ce qui est intéressant, au-delà de cette information, c'est quels sont les principaux pays qui raffinent l'or. Parce que ce n'est pas tout de produire l'or, il faut aussi le raffiner. Et là, on voit des choses assez extraordinaires. La Chine est le leader incontesté avec aujourd'hui 40 à 45% de tout l'argent produit dans le monde, de tout l'argent sorti de terre dans le monde, eh bien, 40 à 45% de cet argent est extrait des minerais par la Chine. Et ça, c'est très 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 important géopolitiquement parlant, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La capacité de raffinage de la Chine équivaut aujourd'hui à 60-70% de tous les minerais que l'on sort de terre, donc dans le monde entier. La Chine serait capable de raffiner jusqu'à 60 à 70% de l'argent du monde. Alors, on va prendre les pays qui ont une forte production, particulièrement le Mexique. Eh bien, le Mexique raffine un petit peu, mais raffine peut-être un tiers à pas tout à fait 2/5 de sa production et exporte son minerai vers la Chine. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui exportent vers la Chine. Vous voyez que le Pérou exporte vers la Chine, que le Chili exporte pour la Chine. Or, ce sont de très gros producteurs. Le Mexique, le Pérou et le Chili, si je reprends les choses ici, eh bien, vous voyez que le Mexique, c'est 6400 tonnes,
s'il exporte 2 tiers, ça veut dire à peu près 4000 tonnes qui vont aller vers la Chine. Le Pérou, 3100 tonnes qui partent pratiquement intégralement vers la Chine. Le Chili, 1400 tonnes qui partent approximativement directement vers la Chine. Et si on prend en plus la production chinoise telle qu'elle, eh bien, on arrive à combien? 4000 pour le Mexique, plus 3400, ça fait 7400, plus 3100, ça fait 10 500, plus 1400, ça fait 11 900, presque 12 000 tonnes sur 26 000 qui sont transportées vers la Chine et qui sont raffinées là-bas. Et vous allez voir pourquoi cette information est tellement capitale, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important qui s'est mis en place à partir du 1er janvier de cette année-ci. Et ça a une extraordinaire importance sur l'évolution du prix de l'argent. Alors, je reviens en arrière. D'autres producteurs sont le Japon, mais qui produit pour sa consommation interne. Là non plus, il n'y a pas ou très peu d'argent qui quitte le Japon pour des motifs industriels ou bijouterie ou que sais-je, autre part dans le monde. L'Inde, pareil. L'Inde est un producteur, mais importe aussi de l'argent pour sa consommation interne. L'Inde est le pays qui, par tête d'habitants, utilise le plus d'or et d'argent, puisque les hindous sont très 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 friands d'or et d'argent métal. C'est d'ailleurs quelque chose qui est bien connu, c'est que quand il y a des mariages en Inde, eh bien, le cadeau que l'on fait aux mariés, c'est généralement de l'or et de l'argent. Voilà. Alors, la Pologne, elle, a une forte production, à peu près 3000 tonnes, qui est essentiellement et heureusement encore gardée en Europe. L'Allemagne est un raffineur et un petit producteur, enfin quand je dis petit, 1 millier de tonnes. La Corée du Sud utilise essentiellement son argent pour elle-même, pour sa propre industrie. Et même pas assez, parce que vous allez tout de suite entendre une information très importante à propos de Samsung. Voilà, donc ça c'est les principaux pays raffineurs de l'argent. Alors à quoi est-ce que l'argent est utilisé? Dans le temps, et déjà depuis la nuit des temps, l'argent a été utilisé pour créer des miroirs, parce que l'argent est un métal qui réfléchit très 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 bien la lumière, et donc déjà du temps des Romains et des Grecs, il y avait des miroirs en argent. Donc ça c'est quand même important. La deuxième grande catégorie, jusque dans les années 90, 2000, d'utilisation de l'argent, c'était la photographie. Effectivement, tous les films étaient ce qu'on appelle des photos argentiques, les papiers étaient argentés, et donc aujourd'hui, évidemment, grâce à la photographie numérique, tout ça a assez bien disparu, mais ça a été un très 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 grand utilisateur de l'argent. Troisième grande catégorie, c'est tout ce qui concerne les soudures. Effectivement, l'argent est extraordinairement conducteur d'électricité, c'est le meilleur conducteur d'électricité, et c'est pour ça que dans tout ce qui est, par exemple, l'armement sophistiqué, les missiles, l'aviation, etc., eh bien, les câbles ne sont pas en cuivre, mais en argent. Pourquoi? Parce que ça permet de conduire mieux, de chauffer moins, et donc l'argent est énormément utilisé dans tout ce qui est armement et circuit imprimé, j'en profite de le dire aussi, parce que c'est toujours la même chose, mieux l'électricité est conduite, moins il y a d'erreurs. Donc la soudure, ça veut dire d'être idiot, de montrer comme ça des petits bâtons de soudure, mais c'est des milliers de tonnes d'argent qui sont utilisés dans la soudure et particulièrement dans l'électronique. L'argent a aussi des capacités médicales, particulièrement antibactériennes. Et donc, je vous ai mis une photo de l'argent colloïdal, chose que je bois depuis maintenant à peu près 2 semaines, parce que avec un rhume, l'argent colloïdal, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment très très intéressant comme produit, et c'est tout à fait naturel. Enfin, l'argent est utilisé évidemment dans la bijouterie, et aussi comme catalyseur d'un nombre impressionnant de formules chimiques.
Un catalyseur, c'est quoi? C'est un objet ou une substance qui permet, qui favorise une réaction chimique entre deux ou plusieurs éléments auxquels il ne participe pas. Donc c'est juste un élément qui est là pour favoriser une réaction chimique. Ça, c'est un catalyseur. Donc, fondamentalement, ce sont les très grandes 7 utilisations de l'argent. Et voyons maintenant quels sont les secteurs qui sont utilisés et qui utilisent l'argent essentiellement. Alors aujourd'hui, il y a 3 grands secteurs, mais vraiment gigantesques secteurs. C'est les panneaux solaires. Il faut savoir qu'on estime que les panneaux solaires aujourd'hui utilisent 20% de la consommation de l'argent dans le monde. 20%. Pourquoi? Parce qu'on fait des panneaux solaires à tire-larigot et chaque connecteur de panneaux solaires est un connecteur en argent. Voilà. D'autre part, les batteries vont commencer à utiliser une quantité effrayante d'argent parce que Samsung a officiellement annoncé le lancement de son usine de batteries sur base d'argent. Il faut savoir que dans le temps, les batteries de voitures électriques avaient en moyenne quelques 25 à 30 grammes d'argent à l'intérieur de la batterie. Les nouvelles batteries, c'est 1 kg d'argent par batterie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 kg, c'est gigantesque. Et donc, si on fait 80 millions de voitures électriques qui chacune ont 1 kg d'argent, même peut-être plus, étant donné le nombre de batteries, mais vous vous rendez bien compte que ça fait une consommation absolument énorme. L'armement, très sophistiqué, tout ce qui est missiles, avions, tout ce qui est armes à laser, etc., consomme énormément d'argent. Et donc là aussi, l'armement est un des très gros mangeurs d'argent, si vous le voulez bien. Bien évidemment, dans ces missiles, et dans d'autres choses, dans les 5G, 6G, les antennes, eh bien, il y a évidemment énormément de circuits intégrés qui, eux aussi, consomment de l'argent. Donc, il y aura de l'argent non seulement dans les fils, mais il y a aussi dans les circuits imprimés. L'intelligence artificielle et tout ce qui est l'informatique liée ou les machineries liées à l'intelligence artificielle deviennent des consommateurs gigantesques d'argent. L'automobile et enfin tout ce qui concerne les téléphones, la télévision, la téléphonie, la télévision, l'Internet, etc., etc. Donc, je crois qu'il est difficile d'encore trouver un produit d'utilisation courante et lié à l'électronique qui ne possède pas d'argent. Donc, ce qu'on constate maintenant, avec cette énorme demande d'argent, c'est que, évidemment, l'offre et la demande ne se rencontrent plus du tout. La demande industrielle représente un peu plus ou un peu moins de 500 millions d'onces dans les années 2010 et est montée à 680 millions d'onces en 2024, soit une augmentation de 55% depuis 2015 et représente aujourd'hui la demande industrielle, c'est 59% de la demande totale, portée évidemment par tout ce qui est le solaire, le photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux solaires, par tout ce qui est électronique et électrique, et tout ce qui est automobile, véhicules électriques, intelligence artificielle, 5G, infrastructure, et je devrais dire aussi tout ce qui concerne l'armement sophistiqué. Voilà. La bijouterie et l'argenterie est en consommation relativement stable, à peu près 209 millions d'onces en 2024, mais c'est relativement stable. Et alors, évidemment, tout ce qui concerne l'argent d'investissement, c'est dont on va parler en fin de ce live aujourd'hui. L'argent d'investissement, c'est l'argent qui est stocké comme réserve de valeur. Ce qui est important, c'est de comprendre que depuis 2021, c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant, presque 5 ans, la demande dépasse systématiquement l'offre qui vient de tout ce qui est miné et tout ce qui est recyclage. Mais il faut savoir que le recyclage de l'argent, c'est très 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 compliqué.
C'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup moins de recyclage d'argent possible que de recyclage d'or. Et donc, ça veut dire qu'on est avec des déficits cumulés sur les 4 ans ou 5 ans, 2021, 22, 23, 24, donc ça fait 4 ans, oui, de supérieur à 700 millions d'onces. Et 700 millions d'onces, c'est 11 mois de production annuelle. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut 11 mois pour couvrir ce déficit, et ce déficit augmente continuellement. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y avait plus ou moins moyen de compenser grâce aux réserves d'argent qui avaient été constituées dans les années précédentes, mais ces réserves sont en train de s'amenuiser au niveau mondial. Alors, quelle est la première revanche de l'argent? Eh bien, c'est que aujourd'hui, et officiellement, depuis, je crois, 2 mois maintenant à peu près, aux États-Unis en tout cas, l'argent a été redoré au niveau de son statut, puisque de matière première, il est devenu une ressource stratégique. Et donc, M. Donald Trump a signé un décret disant que l'argent est une ressource stratégique et que par conséquent, les États-Unis doivent constituer un stock d'argent essentiellement pour couvrir les besoins de l'armement, parce que c'est là qu'aux États-Unis, et l'intelligence artificielle, parce que ce sont ces deux secteurs qui sont le plus mangeurs d'argent. Et donc l'argent a rejoint d'autres terres rares. Une terre rare, ça peut être aussi des métaux, comme le scandium, le prométhium, le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez regarder dans la table de Mendeleïev, Mendeleïev, M-E-N-D-E-L-I-E-V, la table de Mendeleïev, qui est la table de tous les... la table de chimique de tous les éléments chimiques du monde. Voilà. Et vous voyez que le premier scandium, par exemple, est utilisé dans l'aviation, le deuxième prométhium dans les systèmes de guidage de missiles, etc. etc. L'argent est rentré officiellement dans ces catégories-là. C'est donc devenu une ressource stratégique. Qui dit ressource stratégique dit évidemment augmentation de la demande, parce qu'il faut créer des stocks. Jusqu'à présent, quand l'argent était une matière première et qu'il y avait assez de production dans le monde pour couvrir les besoins essentiellement industriels et bijouterie, il y avait un petit peu qui restait, et ce petit peu a été stocké, et ça a créé des stocks assez importants. Mais depuis 4 ans, ces stocks sont en train de se diminuer, parce que on mange totalement la production complète d'argent dans le monde, mais on mange aussi une partie des stocks. Pour vous montrer les différences, la demande en 2000 était à peu près de 850 millions d'onces contre une offre de 800 millions d'onces. Et quand on parle de l'offre, j'en parle bien de les mines, moins ou plus, c'est pas toujours très précis, moins ou plus la récupération. Il faut savoir qu'en argent, on ne récupère que 19 à 20% de l'argent qui a été consommé, alors que pour l'or, on récupère jusqu'à 30 voire 40%. Donc 800 millions d'onces d'offres contre 850 millions de demandes. En 2010, donc 10 ans plus tard, on était à 800 millions d'onces dans l'offre, à 880 millions pour la demande, donc un déficit de 80 millions d'onces. En 2015, l'offre a été augmentée, les mines se sont mis à travailler un peu plus fort, mais il y a toujours un déficit de 100 millions d'onces, c'est-à-dire entre 1000 et 1100 millions d'onces. En 2023, ça s'agrandit, parce que la production diminue dans la mesure où les mines commencent à s'essouffler, et qu'il faut créer des nouvelles mines, mais vous savez comme moi que monter une nouvelle mine et la mettre en œuvre, entre le moment où c'est décidé et le moment où c'est fait, il se passe à peu près 20 ans. Donc ça veut dire que en 2023, on avait à 830 millions d'onces de production et 1180 millions d'onces pour la demande, et en 2026, on est à 850
millions d'onces de production contre 1200 onces de demande, et on estime que la demande de chaque année va augmenter de 5 à 6%. Donc c'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut comprendre que à partir du moment où on a des mines en déclin et qu'on a une augmentation colossale de la demande qui n'est pas suivie par l'offre, eh bien, le statut de l'argent change, puisque ça devient un outil de réserve stratégique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans des domaines stratégiques tels que l'armement, bien évidemment, et d'autre part, eh bien, le prix ne peut faire que monter. Bien. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'offre et la demande. Et donc, je vous ai parlé de la Chine au début de mon live. Eh bien, sachez que depuis le 1er janvier 2026, la Chine a émis une nouvelle règle qui interdit l'exportation d'argent raffiné, sauf il n'interdit pas véritablement l'argent de l'exportation, mais par contre, il rend extrêmement difficile l'obtention de licences d'exportation. Et pourquoi? Parce que la Chine est le plus grand producteur de panneaux solaires. La Chine est en train de monter aussi les plus grandes usines de batteries électriques pour voitures au monde, et veut garder évidemment le monopole de ce genre de choses-là, et de cette façon-là, eh bien, a décidé de pratiquement interdire, en réalité, ça revient à ça, l'exportation d'argent raffiné. Mais vous vous souvenez comme moi que la Chine raffine entre 40 et 45% de l'argent mondial. Donc ça veut dire que 40 à 45% de l'argent utilisable en industrie, eh bien, reste en Chine. Les 55% restants, eh bien, le monde n'a qu'à se les partager. Alors vous comprenez bien que rien que ce coup-là, eh bien, ça a fait une énorme augmentation du prix de l'argent, et qu'on constate maintenant une complète décorrélation entre le prix de l'argent de l'argent physique et de l'argent papier. Je vais en parler. Donc, quelles sont les conséquences de cette décision? Eh bien, étant donné que la demande industrielle pour l'argent est en expansion constante, mais que l'offre d'argent raffiné est en baisse parce qu'elle est bloquée à cause de la Chine, eh bien, ça fait que les réserves d'argent en Occident sont en train de diminuer, et sont déjà, non pas nécessairement au plus bas, mais en tout cas très, 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 très bas. Et l'Europe et les États-Unis ont besoin énormément de silver pour leur armement. Vous savez que l'Europe a décidé de se réarmer complètement et veut débloquer 800 milliards, si je me souviens bien, d'euros pour son réarmement. Les États-Unis, eh bien, Trump aussi a décidé d'augmenter le budget de l'armée. Donc, ce sont des budgets absolument gigantesques. Donc, par conséquent, la demande d'argent pour ces deux secteurs-là, enfin pour les secteurs d'armement et de l'Europe et des États-Unis, ne fait qu'augmenter, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on constate déjà maintenant? Eh bien, c'est que les industries qui construisent des batteries, qui sont impliquées dans les spatiales, dans le solaire, eh bien, elles n'achètent plus déjà maintenant le métal argent dans les marchés, mais vont directement acheter à la mine. L'exemple, c'est Samsung. Samsung a déjà payé à l'avance la totalité de la production d'une des très grandes mines du Mexique pour 2 ans. C'est-à-dire que Samsung est venu avec un très gros chèque et a dit, voilà, moi je veux vous payer déjà. Ils ont payé $80 l'once sortie des mines. Ils vont amener cet or dans des raffineries, on ne sait pas exactement où, probablement la Corée du Sud qui en a, et peut-être aussi l'Allemagne, probablement, qui a des capacités de raffinage supérieures à sa production. Et donc, par conséquent, pour pouvoir quoi faire? Pour pouvoir avoir de l'argent disponible pour les batteries, puisque ce sont eux qui ont inventé cette fameuse batterie à l'argent
batterie qui ne s'enflamme plus, qui ne va plus exploser, qui va plus... et donc, c'est très important. Et il faut bien comprendre une chose. Les industries se foutent du prix. Parce que, regardez, un panneau solaire, par exemple, possède environ, enfin, pardon, pas possède, mais dans un panneau solaire de taille, je dirais, j'y connais pas grand-chose en panneau solaire, mais on va dire un panneau solaire de 1,50 m de large sur 2 m, 2,50 m de haut, eh bien, il y a là-dedans à peu près 125 grammes d'or, d'argent. D'accord? Ben, 125 grammes d'argent aujourd'hui, ça revient à quoi? C'est 3 onces, c'est à peu près, on va dire, allez, 300 euros, pour être très large. Si ils doivent payer ces 125 grammes d'argent, non plus 300 euros, mais 600 euros, voire 900 euros, vous comprenez bien que ils s'en foutent éperdument parce qu'ils vont répercuter ce prix-là sur le prix du panneau, et puis c'est le consommateur qui payera. Donc ils sont prêts à payer n'importe quel prix. Idem dito pour l'armement. L'armement étant quelque chose de stratégique, on ne lésine pas quand il s'agit de faire des dépenses de l'armement. Un missile Tomahawk coûte à peu près 1,3 million de dollars. Un seul missile, c'est 1,3 million de dollars. Il y a 1 kilo, non, il y a 25 kilos d'argent là-dedans. Même s'ils payent l'argent 3 fois plus cher, ben, tant pis, ils payeront l'argent 3 fois plus cher. Mais le missile, il doit partir et il doit exister et il doit fonctionner correctement. Donc, vous comprenez bien que qu'est-ce qu'on est en train de constater, c'est que le marché, là où normalement tout le monde vient vendre et acheter, eh bien, est en train de se réduire parce qu'on bypasse le marché et on va déjà commencer à s'approvisionner directement chez le producteur, c'est-à-dire à la mine. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Ben, c'est que le prix de l'argent grimpe inexorablement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ceux qui voudront mettre leur épargne dans l'argent. Eh bien, sachez que l'argent est en train de grimper en prix beaucoup plus rapidement que l'or. Et donc, c'est quelque chose que je suis très, très, très excité parce qu'on a cette offre maintenant qu'on peut amener et vous allez voir que c'est un sacré cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on constate donc depuis octobre 2025? C'est ce qu'on appelle en termes économiques un phénomène de backwardation, c'est-à-dire qu'on fait comment est-ce qu'on appelle ça? Une valorisation en arrière, une valorisation retour, une valorisation retournée. On va le dire comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, une backwardation? Ben, vous comprenez bien qu'il y a des gens ou des entreprises qui veulent avoir de l'argent, mais ils ont besoin de cet argent dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Eh bien, ils achètent déjà l'argent aujourd'hui et ils sont prêts à payer dans 1 an un prix X. Et normalement, ce prix X dans 1 an sera plus cher que de l'acheter immédiatement maintenant. Ça paraît assez logique, parce que si je suis un producteur de panneaux solaires et que j'ai besoin de 100 tonnes d'argent pour ma production de 3 mois prochains, eh bien, ou de 3 mois, ou de 6 mois, ou dans 9 mois prochains, parce que moi en tant qu'acheteur, je dois pouvoir planifier mes achats et mes arrivées de matières premières, eh bien, il est clair que je suis prêt à payer une petite surprime parce que ça m'assure que je vais être livré et je connais déjà mon prix maintenant, donc je sais combien je vais pouvoir facturer à mes clients d'ici 9 mois, 1 an, en sachant que je vais recevoir cette marchandise d'ici 9 mois, 1 an. Eh bien, aujourd'hui, le phénomène de backwardation, c'est quoi? C'est qu'on est prêt à payer plus cher pour avoir de l'argent immédiatement que dans 3 mois. Et pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer plus cher maintenant qu'une livraison dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 9 mois? Ben, tout simplement parce que on se rend bien compte qu'avec la décision de la Chine qui a été annoncée au mois d'octobre de l'année dernière,
eh bien, il est tout à fait possible que je n'ai jamais, même si je commande, eh bien, qu'on ne pourra pas me livrer parce qu'il n'y aura pas de matériel, il n'y aura pas d'argent disponible d'ici 3 mois. Donc, du coup, je suis prêt pour avoir de l'argent maintenant et le stocker moi-même, eh bien, je suis prêt à payer une surprime. Donc, cette peur de ne pas être livré ou cette peur de ne pas trouver de vendeur ou tout simplement un risque économique ou politique important qui ferait que je ne pourrais pas accéder à l'argent dont j'ai absolument besoin en tant qu'industriel, font que je suis prêt à payer plus cher aujourd'hui que si je me faisais que l'argent que je vais me faire livrer dans 9 mois. Et donc, ça c'est quand même très 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 inquiétant parce que jamais, au grand jamais, on a connu un phénomène de backwardation constant depuis le 9 octobre 2025. Donc ça veut dire qu'on est maintenant au 4e mois de cette situation où l'argent spot, l'argent, donc le prix spot, le prix là, immédiat, est plus élevé que le prix futur. Et donc, ce qu'on constate, c'est une accélération de la hausse du prix de l'argent. Il y a 2 grandes institutions occidentales qui sont responsables comment dirais-je, de concentrer, de collationner tous les ordres d'achat et de vente du monde. Le COMEX, qui est à New York, et le COMEX est particulièrement axé sur les contrats à terme, c'est-à-dire les contrats où moi j'achète pour livraison dans 9 mois et je m'engage à payer prix X d'ici 9 mois. Donc c'est ce qu'on appelle les contrats à terme. Et la LBMA, qui est le London Bullion Market Association, qui gère plutôt les contrats spot, c'est-à-dire les contrats d'achat instantané, bien qu'ils font aussi un petit peu dans les contrats à terme. Eh bien, dans ces 2 institutions, quels étaient l'état des stocks au 31 décembre 2025? Eh bien, au COMEX, le stock total est de 449 millions d'onces, c'est-à-dire à peu près une demi-année, puisque la production annuelle, c'est 863 millions d'onces sur l'année. Bon. Donc c'est à peu près 6 mois de stock. Le problème, c'est que dans ces 6 mois de stock, il y a 128 millions d'onces qui sont déjà réservées. Elles sont déjà enregistrées, elles sont déjà réservées, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus toucher. C'est réservé, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui a déjà été payé, qui a déjà été commandé, et il attend simplement d'être livré. Et éligible, ça veut dire que je vais pouvoir potentiellement avoir une part de ça, et là il y a 321 millions d'onces. Donc si vous faites les calculs, 321 millions d'onces, ça fait à peu près 4 mois et demi. À peu près 4 mois et demi, voilà. Au LBMA, il y a énormément d'argent, 27 000 tonnes. Vous allez dire, oui, c'est fantastique. Oui, mais de ces 27 000 tonnes, il y en a un peu plus de 20 000 qui sont complètement non disponibles parce que c'est de l'argent des banques centrales, c'est l'argent de familles extrêmement riches, c'est l'argent qui est entreposé là-bas, mais qui appartient déjà à quelqu'un ou à une institution ou une entreprise auquel on ne peut plus toucher. Donc c'est de l'argent qui a déjà été, entre guillemets, on pourrait le dire comme ça, consommé. Reste une disponibilité de 7 000 tonnes, et dans ces 7 000 tonnes, c'est pas tout à fait clair, parce que les données sont très floues et restent de plus en plus floues, et c'est volontaire de la part de LBMA pour donner l'impression qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, parce que l'estimation la plus réaliste que l'on sache, c'est que sur ces 7 000 tonnes, en réalité, il n'y aurait que 2 000 tonnes de disponibles pour le commerce et pour acheter maintenant. Ce qui veut dire que si les stocks aujourd'hui, et je vous jure que c'est vrai, les stocks, on n'a jamais connu ça, baissent de 4% par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4% par jour, ça veut dire que si vous multipliez 4 fois 25, vous arrivez à 100%. Donc 4% des stocks par jour, ça veut dire que dans 25 jours, si ça continue comme ça, eh bien, il n'y a plus de stock. Il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien de disponible dans les coffres du COMEX et de la LBMA
Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de système de garde-fou, il n'y a plus de pare-choc. Ça veut dire que d'ici un mois et demi, eh bien, ça va être sauf qui peut, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'argent et peut-être je suis prêt à payer des sommes colossales à la Chine ou autre part pour trouver un petit peu d'argent pour assurer ma production. Donc, à part des gens comme Samsung ou comme les militaires qui, eux, ont de toute façon priorité sur tout, eh bien, on risque fort de voir les bijoux en argent exploser en prix parce qu'il n'y aura plus d'argent pour la bijouterie. Or, la bijouterie consomme quand même à peu près 20-25% de la production mondiale. Mais aujourd'hui, la production industrielle est tellement en hausse que les prix ne peuvent faire que flamber. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation à plus long terme? Eh bien, la première chose, c'est la décorrélation complète entre le prix de la bourse de Shanghai et les prix de l'Occident. Il faut savoir qu'en Occident, particulièrement au COMEX, eh bien, le prix de l'argent est fixé en fonction des stocks d'argent qui sont représentés par le stock d'argent physique et le stock d'argent réputé exister lié à l'argent papier, donc ce qu'on appelle les ETF. D'accord? Je vais tout de suite vous dire à propos des ETF, je ne sais pas si je l'ai mis plus tard, mais en tout cas, les ETF, c'est une vaste... Oui, je l'ai mis, il y a une planche à ce propos-là, je vais vous la proposer tout de suite. Donc les ETF, c'est une vaste foutaise. Je dis vraiment. Donc ça veut dire qu'on va tout de suite comprendre pourquoi la mort de l'argent papier et par voie de conséquence la mort de l'or papier est programmée à plus ou moins brève échéance. Mais pire encore, cette décorrélation entre le prix et l'Occident, entre Shanghai, donc la bourse de Shanghai, qui est une bourse qui ne traite que de l'or et du métal physique. Il n'y a pas de métal papier qui est tradé, qui est négocié à la bourse de Shanghai. Eh bien, c'est aussi un indicateur, de la mort du système monétaire actuel. Et je vais vous lire, j'ai traduit carrément un monsieur pour lequel j'ai beaucoup comment dirais-je, d'admiration, qui s'appelle Ray Dalio, et qui a fait un discours très très clair à ce propos-là. Je l'ai traduit et carrément mis ici sur les planches pour que vous puissiez en profiter aussi. Alors, je vais regarder tout de suite où est-ce que nous en sommes au niveau de l'horaire. Ouh là, il est déjà 20h43. Bon. Donc, on va d'abord parler de la mort de l'argent papier. Pardon. Alors, l'argent papier, c'est quoi? L'argent papier, fondamentalement, c'est un certificat qui affirme que vous êtes propriétaire de métal argent valant un montant ou un nombre de grammes X. Voilà. Ce papier est vendu par une banque ou ce qu'on appelle une banque de l'ombre, c'est-à-dire une institution financière qui est spécialisée dans ce genre de trucs-là. Bon. Maintenant, ce papier, il est vendu donc par cette institution financière, soit à une autre banque, soit à un individu. Et cette autre banque qui reçoit ce papier dit et va créer un nouveau certificat sur base du premier, affirmant la même chose. Mais comment est-ce que la première banque qui émet des tonnes de papier comme ça, d'accord, fait pour gagner sa vie? Très simplement, elle dit, si j'ai 1 tonne d'or et que je fais 1000 papiers qui assure que chaque papier dit, voilà, ça représente 1 kilo d'argent, et je vous vends 1 kilo d'argent à tel prix. D'accord? Voilà. Donc vous avez un papier qui vous dit, j'ai 1 kilo d'argent. Seulement, la banque sait une chose, c'est qu'il n'y a que 5% des propriétaires de papier qui vont effectivement un jour ou l'autre s'adresser à cette banque ou à cette institution en disant, donnez-moi du véritable métal. Donnez-moi mon kilo d'argent en tangible. Donc, se disent-ils, puisqu'il n'y a que 5% statistiquement qui viennent me voir,
je peux éditer 20 fois plus de papier. Comme ça, j'ai ma tonne d'or, j'ai donc mes 1000 kilos d'or. S'il y a j'ai 20 000 personnes qui ont ce papier. Si je prends 5% de ces 20 000, eh bien, j'ai 100 personnes qui viennent chercher, donc même 200 000, je peux faire 200 000 papiers. S'il y a 5% de ces 200 000 qui viennent me voir, eh bien, j'ai 1000 personnes à qui je vais donner réellement l'argent physique. Mais comme c'est un petit jeu entre eux, ils vendent un papier à une autre banque. Et l'autre banque dit, moi j'ai un papier qui dit, j'ai 100 kilos ou 1000 kilos d'argent. Donc, ce que je fais, je vais voir mes clients et je dis, voilà, je vous vends 1 kilo de ces 1000 kilos. Mais comme cette autre banque, c'est tout aussi bien que la première, qu'il n'y a que 5% des gens qui vont vous demander cet argent, eh bien, ils ne mettent pas 1000 papiers, ils émettent 200 000 papiers. Et de cette façon-là, ils sont sur 2. Et donc, le petit jeu peut continuer comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, et on le sait, c'est que ça permet de créer une offre totalement artificielle d'argent. Et si cette offre est beaucoup plus grande que la demande, que fait le prix? Il chute. Et c'est comme ça que les banques ont manipulé le cours de l'argent comme le cours de l'or depuis des années, parce qu'ils vendent de l'or papier qui, soi-disant, représente de l'or réel, mais en fait c'est du vent. C'est que 1/200 millième du réel or ou argent existant. Conclusion, eh bien, ça a permis à énormément d'entreprises et énormément de personnes de acheter de l'argent réel à très très bon marché, de le stocker, et puis se dire, je vais attendre tranquillement que le prix augmente. Et c'est exactement ce que JP Morgan, la banque JP Morgan a fait, je vais vous en parler tout à fait maintenant. Et donc, de cette façon-là, le prix est bas. Mais maintenant que l'on sait que le stock d'argent réel est en train de se réduire comme peau de chagrin, que sur le marché, la Chine a complètement verrouillé l'accès à l'argent raffiné, il y a plein de gens qui se disent, mais c'est génial, moi je vais aller demander mon argent réel, et même si ça me coûte un petit peu, je vais mettre ça dans un avion ou dans un cargo, et je vais aller vendre mon argent à Shanghai. Pourquoi? Parce qu'à Shanghai, le prix de l'argent est déjà maintenant 12 $ plus cher que le prix ici en Europe. Donc si j'achète pour, je sais pas moi, 1 million d'onces d'argent ici en Europe, eh bien je vais aller vendre ça à Shanghai, ça va me coûter peut-être 100 000 $ de transport, mais j'aurais fait un profit de 12 millions de dollars. Donc je m'en fous de payer mes 100 000 $ de transport. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien c'est que de plus en plus de gens qui ont de l'argent papier en main se rendent compte qu'ils vont être, excusez-moi, je vais être très grossier, ils vont se faire baiser quelque chose de pas possible. Et donc, et pour l'or, ce sera exactement pareil, parce que quand les gens vont se rendre compte que c'est comme ça pour l'argent, ils vont se dire, et pour l'or, c'est pas la même chose? Ah oui, c'est la même chose. Allez hop, je vais vite essayer de récupérer du véritable or contre mon papier. Donc, j'avais prédit déjà il y a 1 an, je vous allez voir à un certain moment, toute cette supercherie d'or papier et d'argent papier va se casser la figure. Eh bien, on est maintenant aux prémices de ce moment-là. Je vous garantis que ça ne va pas. D'ici 2026, quelque part en 2026, moi je prédis que le scandale de l'or papier et de l'argent papier va être complètement démoli et il y aura plein de gens qui vont perdre des sommes colossales parce que, bien évidemment, c'est très intéressant d'avoir de l'argent papier, ça coûte moins cher, il n'y a pas de stock, la commission est extrêmement simple. Quand je revends, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas d'entreposage, je n'ai pas d'assurance à payer. C'est fantastique d'avoir de l'argent papier. Oui, sauf que c'est pas du véritable argent, c'est du vent. Voilà, aussi simple que ça. Bon. Alors, deuxième chose, pourquoi est-ce que cette hausse du prix de l'argent est en train d'indiquer la mort du système monétaire?
Alors ici, je me permets simplement, j'ai fait l'effort de traduire, je vais simplement lire les paroles de Ray Dalio parce qu'elles sont bourrées de bon sens. Ce qu'il dit, c'est ce suivant. C'est ce qui suit. Quand un métal volatile, comme l'argent, surperforme l'or de 66%, effectivement, le prix de l'argent a augmenté de 144% en 2025. L'or n'a fait que 60%. D'accord? Même pas, tout à fait. Voilà. Cela n'indique pas un amour soudain du monde pour le métal argent. Cela indique une peur institutionnelle, car cela indique la réelle possibilité de voir le dollar perdre son statut de réserve de valeur mondiale. Ce qui est la conséquence, et cette perte de statut, est la conséquence inévitable des politiques monétaires insoutenables qu'a mené les États-Unis et que mène l'Europe et qu'ont mené d'ailleurs tous les pays depuis 1971 et qui sont mises en œuvre depuis des décennies. Il dit « L'histoire est un formidable enseignant. On a vu le phénomène de l'augmentation du prix de l'argent à chaque crise monétaire depuis 1971. Ça a même commencé en 1971, puisque quand Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or, eh bien, l'argent est passé de 1,40 $ l'once à plus de 50 $ en moins de 3 ans. C'est une augmentation colossale. C'est une augmentation de presque, combien? 2800%. C'est énorme. Bon. Chaque empire qui abuse de sa position monétaire dominante voit le prix de l'argent augmenter quand il abuse de cette position. Et l'argent est un indicateur extraordinairement fiable, dit Ray Dalio. Il dit il y a 3 principes fondamentaux qui gouvernent tout système monétaire. Et il ajoute, en économie, il n'y a pas de chose qui s'appelle un repas gratuit. D'accord? Ça veut dire que, quelque part, si vous recevez quelque chose gratuitement, derrière, vous allez vous faire entuber quelque part. Ça, c'est... Voilà. Dit-il, premier principe, quand un pays dépense plus qu'il ne collecte, donc plus qu'il ne produit ou qu'il ne peut recevoir d'argent, cette différence doit être financée d'une manière ou d'une autre, même si les politiciens disent le contraire. Combien de fois est-ce qu'on a entendu dire nos gouvernements socialistes, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Tu parles. C'est sûr que ça vous coûte, et ça vous coûte dans vos impôts, ça c'est clair. 2, les marchés créent des prix qui sont basés sur des réalités que les politiciens ne peuvent pas admettre publiquement. Combien de fois est-ce qu'on s'est rendu compte que le gouvernement que le gouvernement, effectivement, et que tous les chiffres qu'il nous donne sont toujours des chiffres complètement farfelus, tronqués, parce qu'ils n'osent pas dire la réalité des choses. 3, une monnaie n'a de valeur que le temps que le public a confiance dans cette monnaie. Et cette confiance repose sur 3 piliers. Premièrement, la stabilité politique. Deuxièmement, la discipline fiscale. Et troisièmement, la crédibilité institutionnelle. Et il donne un exemple que je n'ai pas reproduit ici, mais il donne un exemple très très clair. Il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que Trump est devenu président, eh bien, il a viré une des gouverneurs d'une certaine Lisa quelque chose, de la Fed, et il a même été jusqu'à mettre en balance le rôle de Jérôme Powell, le président de la Fed, en disant c'est pas possible. Et la Fed, entre-temps, depuis Trump, a déjà 3 fois bougé son taux directeur et a des réunions de crise sur réunions de crise. Ça se sait. Ça veut dire que à partir du moment où la gouvernance monétaire d'un pays menace la stabilité politique d'un pays ou inversement, on sait qu'il y a un problème. Et curieusement, ce que Ray Dalio a fait, c'est qu'il a été cherché partout dans l'histoire du monde. Eh bien, quand ce genre de phénomène apparaissait, qu'est-ce qui se passait avec le prix de l'argent? Eh bien, le prix de l'argent s'envolait. Pourquoi?
parce que les gens n'ont plus confiance. Et donc, du coup, ils retrouvent ce vieux réflexe de 5000 ans qui est de dire les seuls argent, c'est la seule monnaie, c'est l'argent et l'or, et tout le reste n'est que du crédit. Voilà. La discipline fiscale, à partir du moment où on commence à tripoter avec les impôts, comme on le fait en France, etc., c'est clair qu'on n'a plus confiance dans sa monnaie et on n'a plus confiance dans le gouvernement. Ça commence par on n'a plus confiance dans le gouvernement, et puis tout d'un coup, on se rend compte que à cause d'une indiscipline fiscale, eh bien, on est dans l'inflation épouvantable. Eh bien, à ce moment-là, c'est la monnaie qui perd totalement la confiance du public. Et enfin, la crédibilité institutionnelle. Regardez ce qui se passe en France, on n'est même plus capable de gouverner ce pays. Donc c'est clair qu'à partir de ce moment-là, la confiance diminue et les gens se retournent vers quelque chose qui s'appelle la sécurité de la valeur de l'épargne. Et donc en 2025, dit-il, nous avons déjà aperçu des sérieuses fissures dans ces trois piliers. Et donc il dit, voilà, les mathématiques sont implacables. Si votre dette grandit plus vite que votre économie, et ce pendant assez longtemps, vous atteignez inévitablement un point où vous n'êtes même plus capable de payer les intérêts sur cette dette. C'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui deux pays industrialisés, les États-Unis et la France. Et donc, c'est pour ça que la crise est totale et que les fuites des capitaux est absolument monumentale, tant aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, Trump fait tout ce qu'il peut pour essayer de limiter la casse, et il y parvient quand même pas si mal que ça. Par contre, en Europe, et particulièrement la France, c'est la débandade absolue. Et donc, c'est toujours les petits qui vont payer le prix final, parce qu'ils ne sont pas capables de bouger leurs capitaux, ni physiquement quitter la France. Et donc, voilà pourquoi l'argent grimpe en prix, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui monte en prix, c'est le dollar qui descend en valeur. Échangez le mot dollar par euro, vous avez exactement la même situation. Il dit, nous assistons à la mort du dollar et de l'euro à sa suite. Monsieur Ray Dalio est un monsieur qui est parti d'absolument rien, qui aujourd'hui gère le plus gros fonds d'investissement américain, qui gère une bagatelle de 1590 milliards de dollars en capitaux de ses clients pour lesquels il trouve du rendement. Donc c'est quelqu'un qui sait exactement ce que c'est que faire de l'investissement et qui est un des plus grands spécialistes des cycles économiques et des cycles monétaires dans le monde. Ça a été sa passion toute sa vie. Il a étudié ça, il a écrit des bouquins, des conférences à ce niveau-là. On peut lui faire confiance dans ce qu'il raconte. Alors, je vais terminer sur 17 banques européennes, dont vous voyez des sigles ici pour les plus grandes, HSBC anglaise, Scotiabank anglaise, Barclays Bank anglaise, Deutsche Bank allemande, BNP Paribas Société Générale France, UBS Suisse. D'accord ? Ces 17 banques ont, depuis décembre 2025, un total de 43 500 contrats à terme où ils ont vendu à découvert sur le COMEX. Ça veut dire qu'ils ont vendu de l'argent qu'ils ne possèdent pas et ils l'ont vendu au prix de 68,5 $ l'once en moyenne. Un contrat, c'est égal à 5000 onces. Ça, c'est une obligation. Quand on dit un contrat du COMEX, un contrat, c'est 5000 onces. 5000 onces, c'est à peu près 155 kilos d'argent. Bon. Si vous multipliez 43 500 par 5000, vous avez 215 millions. Ah, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Est-ce qu'il y a... Demande s'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème dans votre écran? À l'image. Parce que moi, je n'ai pas de problème. T'as vu ce que ça fait? Est-ce que... Je vais le relancer. Je n'ai pas... Je ne sais pas ce qui se passe, moi, chérie, parce que... Est-ce que sur l'écran de mon épouse qui contrôle, elle a une image qui change tout le temps. C'est bon? Ah bon, ben voilà. Donc merci, si vous n'avez pas de problème, c'est parfait. Donc,
Je répète, si vous aviez donc un contrat est égal à 5011, ça veut dire que 43 000 contrats, ça fait à peu près 215 millions d'onces. Ces contrats vont arriver à échéance pour à peu près 70% d'entre eux en mars 2026. Une partie le 19 janvier 2025, une autre petite partie en février, mais la plus grosse partie, ce sera mars 2026. Je vous rappelle une chose, les stocks du COMEX et du LBMA sont en train de se vider à une vitesse phénoménale, 4% par jour. Ça veut dire que si ces banques ne peuvent pas livrer l'argent au jour de l'échéance du contrat, eh bien, elles vont devoir acheter, pour pouvoir honorer ce contrat, elles vont devoir acheter de l'argent au prix du jour. D'ici mars, il est tout à fait possible, même tout à fait probable, que l'argent, le silver, sera aux alentours de 120-150 dollars l'once. Alors on va faire un petit calcul. Imaginons qu'elle ne puisse pas livrer. Quelle est la perte latente? Aujourd'hui, c'est une perte latente, ce n'est pas encore une perte avérée, puisque les contrats ne sont pas encore arrivés à échéance. Mais si une once vaut 100 dollars, eh bien, la différence entre 100 dollars et 68,5 dollars, c'est 21,5 dollars. Multiplier 21,5 dollars fois 215 millions, ça veut dire que les banques vont devoir s'engouffrer 4,622 milliards de dollars de pertes. Si l'once d'argent est à 150 dollars d'ici 20 mars de 2026, eh bien, la différence entre 150 et 68,50, c'est 71,5. 71,5 dollars fois 215 millions d'onces, ça fait 15,373 milliards de dollars. Donc ça veut dire que récupérer des pertes comme ça, en plus dans une situation d'économie marasme comme on est en train de rentrer dedans, vous vous rendez bien compte que c'est pratiquement l'effondrement des banques assurées. Et pourquoi c'est l'effondrement des banques assurées? Parce que parmi toutes les banques que je vous montre, hormis Scotiabank, toutes les autres sont des banques dites systémiques. C'est-à-dire qu'elles sont tellement interconnectées entre elles que s'il y en a une qui vacille, toutes les autres vacilleront avec. C'est le jeu du domino. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, bien évidemment, on se retrouve potentiellement ici devant une situation vraiment hautement catastrophique. On verra ce qui va se passer, mais moi je ne donne pas cher de certaines banques européennes et françaises en particulier. Alors, quels sont donc les dangers pour les banques européennes? Eh bien, c'est qu'il y ait une faillite d'une ou de plusieurs banques systémiques dues à des pertes sur contrat short en argent. Bien évidemment, ces banques sont en plus exposées massivement à la dette des pays européens. Les banques françaises en particulier ont des stocks d'obligations de l'État français pour BNP Paribas, par exemple, c'est 2 fois ses fonds propres. C'est-à-dire que si les obligations baissent de prix, ce qu'elles vont nécessairement devoir faire parce que la situation de France se dégrade tellement que les agences Fitch, Standard & Poor's, etc., vont bien évidemment encore dégrader la France, on va passer en catégorie B, ce qui veut dire que le taux moyen de la dette française va passer de 3 à 4,5-5%, insupportable, et donc bien évidemment on rentre dans le marasme le plus complet. Et donc ces banques-là vont, avec ces pertes-là, plus une perte due au contrat short argent, risque fort de capoter, et donc tout le système va capoter avec. Donc c'est clair qu'on est dans une économie en berne, il va y avoir du coup des pertes sur crédit et potentiellement, assez rapidement, ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire que la population va se ruer sur les agences pour essayer de récupérer des sous sous forme de billets et de pièces, et ils ne les auront évidemment jamais. Donc
préparez-vous, bonnes gens. Moi, on vous dit depuis des années, sortez votre argent de la banque, mettez-le dans de l'argent, mettez-le dans de l'or, dans du vieux whisky, dans des terrains, dans des maisons, dans quelque chose qui garde sa valeur en tout cas. Je ne peux que le répéter, on est à ça de la situation que je suis en train de décrire. Pour les banques US, la situation des shorts sur l'argent est nettement moins importante. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis le 18 décembre 2025, les banques US ont liquidé leur position short, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rentrées dans des contrats de vente à terme, elles sont rentrées plutôt dans des contrats d'achat à terme. Et donc, JP Morgan, depuis 15 ans, maintenant 11 ans plutôt, a patiemment récolté des barres d'argent et est assise aujourd'hui sur un stock de 715 millions d'onces, c'est-à-dire 11 mois de production annuelle. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils sentaient venir le vent, ils se sont dit que la Chine allait d'une façon ou d'une autre torpiller le système, c'est qu'elle n'a pas manqué de faire. Et donc, du coup, JP Morgan a le plus grand stock privé d'argent du monde occidental et peut littéralement commander le prix. Au prix d'aujourd'hui, à 100 dollars l'once à peu près, la plus-value potentielle et le bénéfice que JP Morgan pourra faire, c'est 71 milliards de dollars. Vous comprenez bien que eux, maintenant, ils attendent tranquillement que tout le système s'écroule et que des entreprises désespérées achètent de l'argent à n'importe quel prix. Ils vont faire un bénéfice absolument colossal. Les autres banques se sont retirées de leur position short, n'ont pas de stock comme à JP Morgan, mais entre-temps se sont quand même bien tirées des pattes et ont laissé tout le problème aux banques européennes particulièrement et quelques banques asiatiques. Mais ça ne veut pas dire que les banques US ne sont pas en danger, parce que les banques US ne sont pas des banques comme chez nous, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement toutes actionnaires, de très gros actionnaires, de ce qu'on appelle les banques de l'ombre. J'ai fait aussi un live à propos des banques de l'ombre. Retrouvez cela, s'il vous plaît, sur YouTube. J'ai mis à ce propos, si vous allez chercher Alliance Éco François Van Can sur YouTube, vous verrez, j'ai téléchargé toutes les derniers lives. Je crois que je suis aux 15 ou 16 derniers lives sont enregistrés. Vous pouvez retrouver toutes ces lives à propos de ces sujets sur YouTube. Et donc, elles sont actionnaires principaux de banques de Londres qui, elles, ont des positions extraordinairement dangereuses, et particulièrement dans l'immobilier américain et dans les crédits sur carte de crédit. Donc les dettes des cartes de crédit des Américains est absolument incroyable. Et pour l'instant, il y a déjà beaucoup de signes avant-coureurs qu'on va retrouver une situation catastrophique au niveau immobilier, comme ça s'est passé en 2008. Les banquiers n'ont rien appris parce qu'ils sont comme des grippe-sous. Et donc, par conséquent, les banques américaines ont aussi des très grosses casseroles ou, en tout cas, épées de Damoclès par-dessus leur tête. Alors, il y a aussi un autre problème pour les banques, c'est qu'aujourd'hui, la dédollarisation fait qu'il y a énormément de dollars qui ne sont plus réinvestis aux États-Unis. Il y a des retraits massifs d'avoirs étrangers. Et donc, par conséquent, ça crée une fragilité, ou ça fragilise un petit peu les banques quand même. Il y aura des pertes sur crédit immobilier, des pertes sur carte de crédit. Et là aussi, on peut avoir potentiellement un danger de bank run. Donc, il y a des dangers de tous les côtés dans les deux continents. Alors, quelle est la bonne nouvelle du jour? Nous pouvons acquérir du métal argent, du silver, et nous avons appris que la société chez qui nous sommes clients, elle a acquis un stock d'argent suffisant pour pouvoir assurer l'approvisionnement de sa clientèle actuelle et future
et il estime qu'elle va tripler sa clientèle dans les 2 ans qui viennent, eh bien, elle peut assurer la livraison d'argent physique pendant plus ou moins 3 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un stock gigantesque d'argent qu'ils se sont appropriés en l'OCDE et que, par conséquent, ils sont maintenant à la vente. Donc, je peux vous assurer une chose, s'il y a une société dans laquelle vous n'aurez pas de problème d'obtenir du métal argent sans discussion, c'est bien celle-là. Et donc, elle la met en place exactement le même système que pour l'or et les pierres précieuses qu'elle vendait déjà à ses clients, d'accord? C'est-à-dire une vente par gramme et milligramme et non pas par lingot. Évidemment, c'est tout des lingots, il n'y a pas de pièces dans cette société. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pièces? Mais parce que les pièces ont une valeur aussi liée à la demande spécifique pour cette pièce-là. Si vous regardez par exemple la différence de prix entre un 50 francs Hercule, une once d'argent pur et le Maple Leaf canadien, une once d'argent pur, eh bien, le Maple Leaf est plus cher que le 50 Hercule. Vous allez se dire pourquoi c'est la même quantité. Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de demandes pour cette pièce-là que pour le 50 francs Hercule. Et donc, par conséquent, un lingot d'argent, c'est un lingot d'argent, ça ne mange pas de pain, si je puis le dire comme ça. Et donc, le prix qui sera annoncé, c'est le prix du LBMA, plus évidemment une marge pour le commerçant. Et donc, l'investissement minimum ou le placement minimum dans de l'argent, c'est 1000 euros minimum, voilà, 1000 euros plus 3%, donc 1030 euros. Et après, vous pouvez en racheter autant que vous voulez, par tranche de 250 euros minimum, voilà. Ou faire carrément pour les jeunes. Ici, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, ceux qui ont encore 15, 20 ans de carrière professionnelle devant eux, eh bien, c'est de faire comme un contrat d'assurance vie, mais au lieu de mettre ça dans une assurance vie, dans une société d'assurance vie qui vous paye des clopinettes et qui en plus de ça met tout ça en euros qui est en train de se casser la gueule, mettez ça plutôt dans de l'argent et de l'or et là vous aurez un capital énorme. Là aussi j'ai fait des comparaisons, d'ailleurs la fois dernière j'ai même fait des comparaisons pour vous montrer combien ce genre d'assurance vie était quand même intéressante. Voilà. Alors, il n'y a pas de TVA, pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce stock a été entreposé dans une zone franche. Il faut savoir que tout commerce d'argent ou tout achat d'argent en Europe est soumis à TVA, sauf si c'est en zone franche. Et donc, les personnes qui disent oui, mais est-ce que je peux avoir mon lingot à moi personnellement, est-ce que je peux l'avoir en main? Oui, vous pourriez l'avoir en main, il n'y a pas de problème, c'est un stock tout à fait physique. L'ennui, c'est que vous allez, un, payer la TVA, et deux, vous allez devoir aller sur place pour pouvoir aller chercher ce truc. Et il faut comprendre que l'objectif que l'on poursuit en mettant notre argent et notre épargne dans le silver, ce n'est pas d'essayer de posséder un lingot, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que ce lingot représente le maintien du pouvoir d'achat de votre argent, et même mieux, étant donné la situation très particulière dans laquelle se trouve le silver aujourd'hui au niveau mondial, eh bien, de profiter d'une hausse absolument spectaculaire, beaucoup plus importante que l'or. Et donc, moi, je vous propose aujourd'hui de plutôt, si vous avez quelques sous, de le mettre dans du métal argent plutôt que dans de l'or. Et je signale même que d'ici un mois ou deux, il y aura, dans certaines conditions, possibilité pour des clients existants de faire un arbitrage et de transformer leur or ou leurs pierres précieuses en argent avec des frais extraordinairement limités. Donc on est en train de mettre ça au point et dès qu'on aura l'information, je vous la communiquerai bien évidemment. Voilà. Donc les prix de l'argent sont en très très forte hausse. Je voudrais terminer là-dessus parce que ça c'est vraiment la très très bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui, malgré l'absence de stock dans les LBMA et dans les COMEX, etc., eh bien, nous, le petit particulier, on va quand même pouvoir avoir de l'argent et profiter de cette formidable hausse. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je croyais que j'allais pouvoir tout terminer en quelques... j'ai de vous parler, 1h15. Je suis vraiment désolé, je n'arriverai pas décidément à rester dans la période d'1 heure. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé
Et bien évidemment, je vous donne maintenant dernière information. Où est-ce que c'est ici? Voilà, c'est si vous avez besoin d'avoir des informations, je vous donne le mail ici, mon mail f.or2p@pm.me. Donc c'est à ce mail-là que vous écrivez pour avoir soit des informations, soit de faire carrément une demande d'achat d'argent. Nous avons reçu aujourd'hui, via le directeur commercial, j'ai pu obtenir le lien pour la commande, et donc je vous communiquerai ce lien, évidemment, avec grand plaisir, si vous m'écrivez sur f.or2p@pm.me. Merci à vous, bonne soirée à tous, et encore une excellente année à tout le monde, à commencer par de l'argent. Ciao, ciao!